Chapitre 14, le charisme, cette denrée rare. Parlons un peu de charisme. Est-ce que vous voyez ce qu'est le charisme? C'est cette qualité qui fait qu'on a envie de suivre quelqu'un, de croire en sa vision et de lui faire confiance. C'est un mélange de prestance, d'éloquence, de conviction et d'authenticité. De Gaulle avait du charisme. Churchill avait du charisme. Kennedy, même s'il était un coureur de jupons, avait du charisme. Ces types-là, quand ils parlaient, les gens écoutaient. Pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils étaient inspirés. Alors maintenant, question simple. Qui, aujourd'hui, dans la classe politique francophone, peut être défini comme charismatique? Attention, j'ai pas dit gueulard, j'ai pas dit... Comment dire? J'ai pas de mots non grossiers. J'ai pas dit voyant, on va dire. Prenez le temps. Réfléchissez-y bien. Qui est charismatique aujourd'hui? Qui n'aboie pas? Qui se fait écouter juste en parlant et en trouvant les bons mots? En votre âme et conscience, si vous avez un nom, je suis curieux de le connaître. Bon, moi j'ai séché, hein. Voilà. Pour moi, il y en a pas peu. Si peu en fait qu'on pourrait les compter sur les doigts d'une main, d'un manchot. Qu'est-ce que je suis drôle. On a des technocrates qui récitent des éléments de langage. On a des politiciens de carrière qui n'ont jamais bossé de leur vie ailleurs que dans un cabinet ministériel. On a des communicants qui ont appris à parler comme des robots pour éviter de dire des conneries. Mais du charisme, de la conviction, de l'authenticité, que dalle. Ils sont tous formatés, calibrés, aseptisés. Ils sortent du même moule, Sciences Po, l'ENA, pardon, ça s'appelle maintenant l'INSP. Voilà, puisqu'ils ont changé le nom, mais c'est la même boutique en fait. Le charisme, ça ne se fabrique pas en école. Ça vient de l'expérience, de la vie, des épreuves traversées. Ça vient d'avoir fait autre chose que de la politique. Mais nos dirigeants, ils ont fait quoi avant? Rien. Ils sont entrés pour la plupart en politique à 20 ans et ils y sont restés. Résultat, une médiocrité globale qui fait peur. Des gens qui gèrent un pays comme on gère une PME en faillite, en essayant de colmater les trous au lieu d'avoir une vision d'avenir. D'ailleurs, si toutefois il y avait quelque chose à changer, personnellement, là aussi dites-moi ce que vous en pensez, en tant que président, une personne que je verrais bien, homme ou femme, une fois encore on s'en moque, ce serait un patron d'une PME, mettons 250 à 500 personnes, qui a connaissance du marché, qui a connaissance des problèmes des gens, qui est proche de ses salariés, qui a toujours été proche de ses salariés, et dans laquelle le turnover est très faible, parce que les gens se sentent bien là-bas. Pour moi, ce serait la solution. Un patron de PME. Chapitre 16. Quand les bonnes intentions tournent au vinaigre. Il y a un truc rigolo avec les lois. Souvent, elles partent d'une bonne intention. Non, vraiment. Le législateur se dit, tiens, on a un problème, on va faire une loi pour le régler. Et puis après, ça part en sucette. On en avait déjà parlé avec le permis de conduire, mais il y en a des tonnes d'autres. Les lois antiterrorisme qui permettent maintenant de ficher à peu près n'importe qui. Les lois sur la sécurité routière qui deviennent des usines Afrique avec les radars. Les lois environnementales qui créent des normes tellement complexes que seules les grosses boîtes peuvent les respecter, éliminant au passage les petits acteurs. Le processus est toujours le même. On identifie un vrai problème, on pond une loi dans l'urgence, sans réfléchir aux conséquences, et après on se retrouve avec un monstre bureaucratique qui coûte une blinde et qui au final ne règle rien du tout. Parce que les lois maintenant, c'est du travail à la chaîne, il n'y a qu'à voir en ce moment. Faut en pondre tout le temps, peut-être pour montrer qu'on bosse. Peu importe si elles sont utiles, peu importe si elles sont impliquées, peu importe même si elles sont applicables. L'important c'est d'en faire. Résultat, on croule sous les lois. Il y en a tellement que même les juristes s'y perdent. Alors la phrase « nul n'est censé ignorer la loi » qui disent
Sauf qu'il faudrait une vie entière juste pour les lire, c'est loi. J'avais un autre mot en tête avant. Chapitre 17, l'anxiété permanente. Alors ça, c'est un nouveau sport national. On va parler un peu de notre état mental collectif, parce que franchement, là, j'ai beau parler à des gens, je trouve qu'on n'est pas bien. Une sorte de morosité ambiante qui gagne un peu toutes les sphères. Tous les jours, on nous balance des infos anxiogènes. Le climat qui part en vrille, la guerre qui menace, l'économie qui s'effondre. Alors attention, beaucoup de nos dirigeants qui sont en charge disent que non, au contraire, tout va bien. Le terrorisme, les pandémies, les accidents, les catastrophes naturelles, les scandales politiques, les crises sanitaires. C'est un flux continu de mauvaises nouvelles, H24, 7 jours sur 7. Et notre cerveau, moi je crois qu'il n'est pas câblé en fait pour gérer tout ça. On n'a pas le logiciel. On n'est pas fait pour réagir à des menaces immédiates. On est fait plutôt, pour réagir à des menaces immédiates, c'est-à-dire le tigre qui nous court après. Mais pas pour vivre dans un état d'alerte permanent face à des menaces diffuses, lointaines. Résultat, on est tous stressés, anxieux, déprimés. Les ventes d'antidépresseurs explosent d'ailleurs. Les burn-out se multiplient. Les jeunes se posent la question de faire des gosses, tellement l'avenir leur paraît sombre. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? On scrolle sur nos téléphones. On ingurgite encore plus d'infos anxiogènes. Un peu comme des drogués qui ont besoin de leur dose. Parce que c'est ça aussi l'info. C'est une drogue. Ça active les mêmes circuits de récompense dans le cerveau. Les médias le savent très bien. Si ça saigne, ça fait vendre. Les mauvaises nouvelles attirent plus l'attention que les bonnes. Alors ils en mettent des tonnes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On en redemande. Mais à quel prix ? À quel moment on se dit « Stop, j'arrête de me pourrir le cerveau avec ces conneries ». Par exemple, combien d'entre vous seront arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo ? Peut-être que c'est parce que vous ne la trouvez pas intéressante. Mais est-ce que c'est pas parce que vous avez aussi besoin de changer tout le temps ? C'est mon cas de temps en temps. Parce que soyons honnêtes, qu'est-ce que ça change à votre vie de savoir qu'il y a eu un tremblement de terre au bout du monde ? Soyons factuels. Est-ce que vous pouvez aller aider ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Qu'est-ce que ça change ? En fait, que vous soyez au courant ou pas, qu'on soit au courant ou pas. Rien. Ça change rien. Par contre, ça vous file de l'anxiété. Ça, c'est bien. Une population anxieuse, c'est une population facile à manipuler. Parce qu'une population anxieuse, elle demande de la protection, de la sécurité, des solutions. Et là, hop, les politiques arrivent avec leurs petites lois, leurs petites restrictions et leurs petites solutions miracles. Chapitre 18. Et si on changeait tout ? Absolument tout. Bon, après tout ce déballage, vous allez me dire, ok mec, t'as bien gueulé mais est-ce que t'as des solutions ? Moi j'en ai une. Alors attention, elle est peut-être naïve, j'aime beaucoup la candeur. Elle est même irréaliste certainement, mais au point où on en est, on peut au moins y réfléchir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et si on avait des représentants qui nous représentaient vraiment ? Pas des députés de carrière payés une fortune, mais des gens normaux, qui feraient ça par conviction et non par calcul politique. Des gens qui ont une vraie expérience de la vie, qui savent ce que c'est que de galérer, de monter une boîte, de gérer des employés, de payer des factures. Je vous reparle de mon petit patron de PME là. Y a des boîtes dans lesquelles les salariés sont heureux de venir bosser le matin. Parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'ils savent qu'ils sont utiles, qu'il y a une vraie valeur ajoutée à leur travail. Ça existe. Il y a des patrons bienveillants, qui traitent bien leurs employés, qui partagent leurs bénéfices, qui créent un environnement de travail sain. Ces gens-là, ils savent gérer. Ils savent prendre des décisions. Ils savent ce qu'est la vraie vie. Imaginez une assemblée composée de ces gens-là. Pas payés, ou alors symboliquement, juste les remboursements, par exemple, de train,
S'ils habitent à Tours, qu'ils doivent venir à Paris, ok, l'aller-retour est payé, c'est normal, ils donnent de leur temps. C'est même plus que normal. Qui ferait ça pendant un mandat? 2 maximum. Et puis au final, ils retourneraient à leur vie normale, parce qu'ils ne seraient pas carriéristes à ce niveau-là. Pas non plus d'enrichissement personnel d'ailleurs, juste du service public, au vrai sens du terme. Utopique? Ouais, certainement, peut-être, certainement. Mais bon, regardez ce qu'on a aujourd'hui. Une classe politique professionnelle qui vit dans une bulle, complètement déconnectée du réel, qui passe son temps à se faire réélire plutôt qu'à bosser pour l'intérêt général. Seule une personne qui ne voudrait pas avoir de responsabilité politique, mais qui serait intelligente et bienveillante vis-à-vis des citoyens, pourrait réussir à nous sortir de toutes ces impasses. Parce que cette personne-là, elle n'aurait pas d'agenda caché, pas d'ambition personnelle, pas d'ego surdimensionné. Elle ferait juste ce qui doit être fait. Point. C'est d'ailleurs un des grands paradoxes de la politique. Ceux qui voudraient vraiment le pouvoir sont souvent ceux qui devraient ne pas l'avoir. Et ceux qui seraient les meilleurs dirigeants sont ceux, bien évidemment, qui ne le souhaitent pas. Platon disait déjà ça il y a 2500 ans. Les sages ne veulent pas gouverner, mais ils doivent le faire pour ne pas être gouvernés par plus mauvais qu'eux. Force à toi, Platon. Le problème, c'est qu'on a laissé les mauvais prendre le pouvoir. Et maintenant, ils s'y accrochent, comme des moules à leur rocher. Tiens, on va changer.